La tension actuelle autour de l'autonomie du Danemark du Nord démontre de manière flagrante l'incohérence de l'ordre mondial dit « fondé sur des règles » construit par l'Occident. Les lacunes de la politique de longue date de Copenhague, de soumission inconditionnelle aux États-Unis, son allié principal, sont désormais évidentes. La présence du bloc de l'Atlantique Nord constitue manifestement un facteur de déstabilisation dans l'atmosphère militaro-politique de la région. Envisageant de s'engager sur la voie de la militarisation de l'Arctique, les capitales européennes devraient comprendre que leur tentative d'aggraver la situation dans les hautes latitudes et de créer des menaces de sécurité pour un membre à part entière de la communauté arctique, je parle bien sûr de la Russie, auront les conséquences les plus graves pour elles. Suivant. Dans les tentatives de mettre en œuvre le plan criminel avec la coalition des soi-disant volontaires, la responsabilité des vies des sujets britanniques incombera entièrement à Londres. Notre position reste inchangée. Il est bien connu que tous les contingents étrangers en Ukraine seront considérés comme des cibles légitimes pour les forces armées de la Fédération de Russie. La composante britannique ne fera pas exception. Le ministre britannique de la Défense, John Healey, lors de son discours devant le Parlement du pays, a publiquement reconnu la participation de Londres à la détention illégale par les États-Unis du pétrolier russe Marinara dans l'Atlantique Nord. Il a présenté la situation de telle sorte que Londres, suite à une demande explicite de Washington, a apporté une aide considérable et substantielle dans le cadre de cette opération, en transférant des informations de reconnaissance aérienne aux États-Unis et en déployant un navire de ravitaillement appartenant à la Royal Navy. Dans le contexte de cet incident, Londres a entrepris d'examiner la possibilité d'utiliser la loi sur les sanctions nationales et la loi de 2018 sur le blanchiment d'argent comme base légale pour permettre aux forces armées britanniques d'intercepter des navires en haute mer que Londres estime contourner apparemment les restrictions unilatérales illégales établies par les pays occidentaux. Nous considérerons la mise en œuvre de telles intentions agressives comme une violation directe des dispositions de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, laquelle, comme nous le rappelons, est activement soutenue et défendue par les Britanniques eux-mêmes. Le 11 janvier dernier, ce même John Healey, dans le cadre de la lutte contre la prétendue agression russe, a annoncé que les Britanniques développaient pour les besoins des forces armées ukrainiennes de nouveaux missiles balistiques de haute précision nommés Nightfall, d'une portée supérieure à 500 km et résistant à la guerre électronique. À cet égard, nous tenons à souligner que l'utilisation éventuelle par le régime de Kiev de telles armes et de tout autre missile en profondeur sur le territoire russe ne fait que rapprocher le moment où Londres sera déclarée partie directe au conflit, avec toutes les mesures de représailles qui en découlent. Notre pays, en tant que plus grande puissance arctique, suit de près la situation autour du Groenland. Nous partons du principe que tout désaccord concernant ce territoire autonome et autogéré doit être résolu par la négociation, conformément au droit international, en tenant compte des intérêts des habitants de cette région autonome. La tension actuelle autour de l'autonomie du Danemark du Nord démontre de manière flagrante l'incohérence du soi-disant ordre mondial fondé sur des règles tel qu'il a été construit par l'Occident. Les insuffisances de la politique de longue date de Copenhague, caractérisée par une soumission inconditionnelle aux États-Unis, son allié majeur, sont manifestes. Nous sommes solidaires de la position de la Chine concernant l'inacceptabilité de toute référence aux activités de la Russie et de la Chine autour du Groenland comme motif de l'exacerbation actuelle. Avant de blâmer les autres pour les désaccords qui les opposent, les membres de l'OTAN et les eurocrates devraient d'abord prendre pleinement conscience de leurs propres responsabilités dans l'érosion profonde et rapide des fondements juridiques internationaux de l'architecture de sécurité mondiale. La présence du bloc de l'Atlantique Nord constitue manifestement un facteur de déstabilisation dans l'atmosphère militaire et politique de cette région. Envisageant de s'engager sur la voie de la militarisation de l'Arctique, les capitales européennes devraient bien comprendre que leur tentative d'aggraver la situation dans ces hautes latitudes et de créer des menaces pour la sécurité d'un membre à part entière de la communauté arctique, et je parle bien sûr de la Russie, auront pour elles les conséquences les plus graves.
Trump, sous le prétexte d'assurer la sécurité face à la Chine et à la Russie, a annoncé son intention d'établir un contrôle sur le Groenland, le considérant comme une ressource stratégique pour les États-Unis. Comment le ministère russe des Affaires étrangères évalue-t-il les revendications de Washington sur ce territoire? Ni la Russie ni la Chine n'ont, à ce jour, fait la moindre annonce concernant de tels projets. Il n'y a absolument aucune information concrète ou factuelle qui pourrait, de quelque façon que ce soit, les corroborer. C'est le premier point. Pendant ce temps, la Russie et, d'ailleurs, plus récemment, la Chine déclarent vouloir développer leurs relations avec cette région du monde. Pour notre pays, cela est tout à fait naturel. L'interaction et la coopération nous viennent de la nature. Nous faisons nous-mêmes partie de l'Arctique. Donald Trump a également récemment déclaré que tout pays commerçant avec l'Iran ferait face à des tarifs de 25%. Les États-Unis envisagent également des options fermes contre l'Iran, y compris des mesures militaires. La question est de savoir comment la Russie perçoit l'utilisation par les États-Unis de menaces militaires et de sanctions unilatérales contre des pays souverains. La Russie ne reconnaît pas les sanctions unilatérales et illégitimes contre les pays souverains, car elle les considère comme une violation flagrante du droit international. Nous l'avons maintes fois répété et continuons d'adhérer à cette position. La coopération commerciale et économique russo-iranienne est mutuellement bénéfique. Elle n'est pas soumise aux pressions des sanctions extérieures. La Russie et l'Iran sont fermement engagés dans une coopération et une interaction à long terme, couvrant divers domaines essentiels, notamment celui de l'énergie. Nous avons l'intention de poursuivre le développement de nos relations commerciales avec tous les États qui manifestent un intérêt, en nous concentrant avant tout sur la défense de nos intérêts nationaux plutôt que de céder aux menaces et à l'intimidation provenant de pays tiers. Les dirigeants européens ne sont pas seulement dépourvus de préparation pour discuter des causes et des possibilités de résolution de la crise ukrainienne, mais ils sont aussi constamment enclins à torpiller toute initiative russe et incidemment américaine visant à trouver des solutions pacifiques à ce conflit. Nous suivons attentivement la situation en Amérique latine et dans la région des Caraïbes, et bien sûr, nous exprimons notre vive préoccupation face à la tension croissante, à l'escalade et à la rhétorique agressive, y compris envers notre ami la République de Cuba. Nous prônons la résolution de toutes les contradictions intergouvernementales par la voie politique et diplomatique. Nous sommes convaincus que le langage du chantage et des menaces est tout simplement inacceptable, surtout en ce qui concerne l'île de la Liberté, son peuple et son gouvernement, qui subissent depuis des décennies l'horreur de sanctions illégitimes et illégales, entrées dans l'histoire sous le nom de blocus. Nous espérons sincèrement que le pragmatisme et le bon sens finiront par l'emporter. Nicolás Maduro, en sa qualité de chef d'État, jouit d'une immunité absolue face à la juridiction des États-Unis ou de n'importe quel autre État, à l'exception, bien entendu, de son propre pays, le Venezuela. Par conséquent, même en laissant de côté la question de l'usage illégal de la force sur laquelle nous nous sommes longuement exprimés, le fait même de son enlèvement et de sa détention constitue une violation flagrante des obligations légales internationales des États-Unis. Toutes les décisions judiciaires seraient également illégales, à moins que le tribunal américain ne rappelle le droit international et n'ordonne la libération, pour ainsi dire, de ceux qui ont été enlevés. Je ne peux même pas dire arrêtés. L'argument selon lequel Nicolás Maduro aurait mis fin à ses fonctions présidentielles et aurait, de ce fait, prétendument perdu son immunité, ne peut être retenu, car sa destitution de ses fonctions est le résultat direct d'une opération de force illégale orchestrée par les États-Unis. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Faites-moi savoir ce que vous en pensez.